Bon, bah, très bien. Nous allons donc débuter ce dernier cours de la session de cette année, qui était nommé en fait la chimie mésoscopique du nanomatériau au mésocristal. Et donc, au cours de cet exposé, en fait, je vais compléter le cours que j'ai fait la dernière fois, où je vous ai surtout présenté des assemblages mésoscopiques à partir de nanocristaux, qui donnaient finalement, via les interactions de surface, les effets également de ligands, de solvants, qui donnaient des édifices avec des géométries euclidiennes, hein, donc des systèmes qui étaient très intéressants, mais qui étaient finalement relativement simples. La part de l'organique dans les modes de construction avait toute son importance, hein, en particulier via les ligands de surface. Aujourd'hui, je vais discuter plutôt de systèmes plus complexes, dans lesquels il y a partie prenante dans la construction du système un mésocristal, ou bien, à certains moments, vous allez le voir, des assemblées mésoscopiques, pour former finalement des matériaux qui présentent des structures hiérarchiques. Alors, après quelques transparents d'introduction, je vais centrer mon propos essentiellement sur deux exemples. Alors, les transparents d'introduction, tout d'abord, bon, les matériaux, je dirais, mésoscopiques, les mésocristaux, peuvent être faits, je dirais, soit par synthèse, soit, je dirais, se trouvent dans le monde naturel, hein. Donc ici, à gauche, vous avez un ensemble de mésocristaux d'oxyde de zinc qui sont faits par micro-ondes en présence de matière organique. Alors, vous voyez très bien que, bon, il y a des topologies qui ressemblent en fait à des solides euclidiens, mais il y a des formes un peu plus complexes, des formes courbes, qui peuvent être également faites par synthèse, je dirais, non par biosynthèse, mais par synthèse. Alors, à droite, vous avez un exemple qui est très classique, c'est celui des coccolithes. Les coccolithes, ce sont des carbonates de calcium. Et là, on voit de façon assez évidente, en fait, l'assemblage, en fait, de ces différents segments cristallins de carbonate de calcium pour former ces mésocristaux, hein. Les coccolithes, je dirais, la base, c'est du carbonate, comme je vous le disais, et donc c'est ce que l'on trouve, je dirais, comme composant principal donc des falaises crayeuses, par exemple celle d'Étretat. Donc dans ces deux systèmes, que ce soit synthétique ou naturel, d'oxyde ou de systèmes plus ioniques comme des carbonates, la matière organique en fait joue un rôle important dans la structuration et dans la mésostructuration. Alors, au dernier cours, je vous avais présenté un tas d'exemples de mésocristaux, et puis je vous avais dit, bon, comment peut-on les reconnaître? Alors ça, c'est un mésocristal, vous voyez, à nouveau de carbonate de calcium. Si vous faites la diffraction de rayons X, vous allez trouver une structure correspondant à la calcite, mais on voit de façon évidente que c'est un mésocristal pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on voit en fait que ce n'est pas une structure lisse, en fait on voit déjà les particules, on les distingue par microscopie électronique, et puis ça correspond à une symétrie qui est quand même particulière. Vous avez deux tétraèdres emboîtés l'un dans l'autre, alors que le réseau de calcite est trigonal. Donc en fait, vous voyez bien qu'il y a une discontinuité, je dirais, au niveau des symétries. Donc ceci ne peut être qu'un mésocristal. Et ce mésocristal est obtenu par agrégation de nanoparticules de carbonate de calcium, à nouveau en présence de copolymères, et dans le cas présent d'un copolymère anionique. Alors la matière organique joue un rôle très important dans tous ces phénomènes de mésostructuration. Donc ça, ce sont simplement, pour ceux qui ont du mal à voir dans l'espace, le positionnement des sommets des tétraèdres. Alors, la matière organique, pourquoi elle est importante? Parce que d'une part, il y a de nombreuses fonctionnalités qui sont utiles en l'utilisant. La première, je dirais, c'est l'absorption sélective, et qui permet de modifier les énergies de surface. Elle définit le nombre et la localisation des sites de nucléation, détermine l'orientation de la croissance cristalline, le mode d'agrégation des nanoparticules, et tout ça est lié, je dirais, aux aspects d'absorption. Et également, elle peut servir de gabarit ou de moule pour déterminer la morphologie finale du solide, que ce solide soit minéral ou hybride. Alors, au cours de ce dernier cours, je vais donc vous montrer deux exemples principalement de matériaux à structure hiérarchique dans lesquels une partie de l'assemblage est constituée de mésocristaux. Alors, je ne vous parle pas de cet exemple-là. Bon, vous avez tous reconnu très facilement le corail. Donc ça, c'est un système biominéralisé, mais je vous garde une surprise pour la fin. Donc celui-ci, c'est l'exemple que l'on vient juste de voir,
avec cette symétrie un peu particulière de deux tétraèdres emboîtés. Et donc l'essentiel de la leçon va porter sur ces deux exemples. L'un est essentiellement un hybride à base de phosphate et de fluoroapatite exactement, et l'autre, en fait, c'est un composite entre de l'acide et du carbonate de calcium. Et vous voyez que dans les deux cas, on peut obtenir des formes courbes. Et ça, c'est le point sur lequel je souhaiterais insister aujourd'hui. Alors tout d'abord, le premier exemple, un hybride à base de phosphate de calcium. Alors ce système, je vous rappelle d'abord ce que c'est qu'un phosphate de calcium. Phosphate de calcium, c'est le composant principal, minéral principal des os et des dents. La formule, je dirais, la plus simple, c'est celle de l'hydroxyapatite. Évidemment, dans les composants dents ou autres, elle est beaucoup plus complexe parce que vous avez tout un jeu de substitution, de carbonatation, de lacunes. Et cette structure apatitique, vous voyez, c'est une structure hexagonale. Donc ça, c'est une vue le long de l'axe 1, 1, 1 de l'hexagone. Vous voyez en jaune très clairement les groupements PO4. Les calciums sont en bleu. Et les groupements OH- ou F-, parce qu'on peut faire des fluoroapatites par substitution des hydroxys, sont également, vous voyez, le long de canaux positionnés. Donc c'est un cristal, donc, je vous le rappelle, de structure hexagonale 6 sur M. Donc ça, c'est la base, en fait, du premier exemple. Ça va tourner donc autour d'une structure fluoroapatite en présence de gélatine. La gélatine, en fait, vous savez que c'est un produit qui provient de l'hydrolyse du collagène, donc c'est un système protéique. Et donc la synthèse, en fait, de ces matériaux composites qui sont à base de fluoroapatite et de gélatine, la gélatine, le taux de gélatine incluse dans le matériau final, je ne parle pas de l'enrobage, dans ces systèmes-là est de l'ordre de 2 à 3%. Comment sont-ils synthétisés? Ils sont synthétisés dans une chambre de croissance cristalline, donc le fameux tube en U que certains d'entre vous ont connu, dans lesquels on a le gel de gélatine qui est positionné ici, et l'on fait diffuser en fait une solution qui amène la source de calcium et une solution qui amène le phosphate et le fluorure, et donc en fait il y a une réaction en fait, qui a lieu dans la phase gélatineuse. Donc sur cette chambre de croissance, vous allez le voir à la fin, en fait les auteurs en fait, de ce travail ont rajouté finalement un système d'électrodes pour pouvoir appliquer des champs électriques. Je vous commenterai le pourquoi de ce champ électrique dans la dernière partie de cette présentation. Alors comment ça se présente? Donc ces systèmes se forment, ça ce sont les billes de gélatine obtenues après synthèse du matériau, et donc en fin de synthèse, le matériau se présente, vous voyez, comme un cœur couronne, où vous avez une sphère A2, sur laquelle vient se superposer une calotte dans laquelle les aiguilles finalement les tiges de fluoroapatite se trouvent perpendiculairement positionnées par rapport à la surface de cette sphère A2. Donc ça, c'est la phase finale. En fait, c'est la dernière nucléation qui permet de créer finalement cette structure composite qui n'est pas sans rappeler finalement la structure de la dent, en fait, avec un système mécaniquement très résistant et un système composite qui est beaucoup plus adaptable. Alors maintenant, on va regarder sur ce système A2, tout seul, avant en fait, la formation de la calotte finale, eh bien, vous voyez que la surface de ce système est composée également de petits points, de petites aiguilles très fines, qui sont en fait les points de nucléation qui permettent à la calotte finale de croître. Et donc, on va regarder un petit peu comment se forme en fait, cette première sphère A2. Alors là, je vais faire un peu une rétrosynthèse. Les matériaux ont été, je dirais, étudiés à différentes étapes. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça, c'était le produit de départ. Final, je dirais. Ensuite, la sphère. Cette sphère qui se recoupe. Là, vous voyez quelque chose qui commence à ressembler à un chou-fleur, avec des départs de cristallisation qui sont à des angles assez proches de 45 degrés. Et puis, au départ, vous avez ce barreau qui commence à avoir des bifurcations, à présenter des bifurcations au niveau de la cristallisation. Et en fait, le précurseur initial, c'est un barreau hexagonal de fluoroapatite qui contient également à peu près 2 à 3% de gélatine. Alors, si l'on remonte, en fait, au niveau de la synthèse, maintenant, si on fait une synthèse, on va partir dans ce sens-là, du barreau précurseur jusque finalement à la sphère finale. Alors, ce barreau, donc là c'est une diapositive où en fait on a séparé les différentes étapes, mais on peut, je dirais, reconstituer l'ensemble pour vous montrer l'objet final.
hein, et donc le germe, c'est ce barreau hexagonal, et tout autour, bon, vous avez un second processus de nucléation et de croissance qui a lieu. Alors, dans ce système, on va analyser un petit peu les différents modes de croissance et les différentes composantes. Tout d'abord, les 3 étapes, je dirais, clés. Le barreau, lorsqu'il commence à montrer ses bifurcations, donc à cette seconde nucléation et cristallisation, et la sphère. Alors ça, ce sont les diagrammes de rayons X, et vous voyez très très facilement que sur ce barreau, vous avez une superbe structure hexagonale. C'est une réponse de monocristal. Bon, évidemment, dès que vous commencez à obtenir un système qui commence à présenter des bifurcations, à ce moment-là, vous avez une réponse qui ressemble, vous avez un élargissement en fait, des tâches, vous avez une réponse qui ressemble plus à un polycristal orienté, et sur le produit final, alors là, vous avez une réponse qui est typiquement caractéristique d'une poudre. Alors ça a l'air d'être un monocristal, mais en fait, ce n'est pas un monocristal. Bon, d'une part, c'est un monocristal qui contient à l'intérieur quand même 2% de gélatine. Première chose. Deuxième chose, lorsque vous faites les coupes en microscopie électronique, vous voyez que finalement, à l'intérieur du barreau, ça c'est le long de la direction 0,01, c'est trancher le barreau dans ce sens, hein, vous voyez finalement que le barreau est constitué de petites particules anisotropes, hein, qui présentent en fait une orientation favorisée. Hein. Et donc, ce système-là, en fait, est déjà un mésoagrégat, un mésocristal d'objets beaucoup plus petits. Et quand on regarde la séparation finalement entre les cristaux, on trouve quelque chose de l'ordre de 2 à 3 nanomètres, qui est à peu près compatible en fait avec la taille d'une hélice, d'un brin d'hélice de gélatine, d'hélice protéique présente dans la gélatine. Donc en fait, c'est un super monocristal. Un peu ce que je vous avais raconté dans les autres cours, ça c'est une vue très simplifiée. Hein. Ici, évidemment, c'est un mésocristal où on agrège des petits cristaux avec des systèmes organiques. Là, c'est la même chose, sauf qu'ici, vous avez du polymère qui, en fait, passe en fait, entre les différents cristaux anisotropes. Alors, maintenant, deuxième point, il y a une co-organisation entre l'organisation de ces cristaux à l'intérieur du superbe cristal, je dirais, et de la gélatine. Et ça se voit bien par des manips de microscopie optique entre polariseurs croisés. Là, vous avez typiquement enfin, les croix de Malte habituelles que l'on voit lorsqu'on a des organisations mésoscopiques type cristal liquide, par exemple, sur l'altère hybride. Hein, donc ça, c'est un composé hybride, donc il y a de la gélatine et du minéral. Et donc, vous avez un très beau contraste. Par contre, travaillant avec des fluorophosphates, on peut très facilement laver en fait, les cations et donc la partie minérale par un complexe amphore tel que les DTA, et on obtient, vous voyez, des altères qui ont maintenant une forme, ça ressemble un peu à une méduse, mais là, il ne reste plus que l'organique. Et donc, ce que l'on voit, c'est que l'organique répond également, on a toujours les croix de Malte, on n'a pas le superbe beau contraste que l'on avait dans l'autre cas, simplement parce qu'on n'a pas les mêmes écarts d'indice qu'on avait entre le minéral et l'organique. Donc, il y a une co-organisation du système. Alors, si on résume ce qui se passe, on a donc ces superbes petits barreaux qui sont les germes en fait, de la croissance, qui sont hexagonaux. Vous avez en fait les alignements à l'intérieur de ces plaquettes et en fait les fibres de protéines en fait, qui sont intercalées en fait, dans ce réseau qui ressemble finalement à un mésocristal, à un cristal liquide densifié. Et vous n'avez en fait que quelques pourcents de matière organique dans ce système. Alors maintenant, les autres étapes. Alors ce que l'on voit, c'est que le monocristal génère finalement des structures dendritiques, des structures fractales, vous voyez, à différentes étapes. Ça ressemble un peu à un chou-fleur. Hein. Et en fait, ça, ce sont les modèles qui ont été faits à partir en fait, des images. Et un trait caractéristique de ces images, c'est la chose suivante. On voit que le départ des bifurcations ne se fait pas de façon si aléatoire que ça. Elle se fait pratiquement à 45 degrés. Alors, ça, c'est à nouveau, je dirais, un modèle de la cavité toroïdale en faisant la coupe le long du germe, vous voyez, donc ça se présente comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une analogie entre ce mode de construction, en fait, cette croissance fractale, et par exemple des réactions de formation de dendrimères, vous voyez, on retrouve un peu le même type d'analogie. Donc il y a ce genre de similarité. Par contre,
évidemment, il y a une autre analogie qui est évidente, pour ceux qui voient mal dans l'espace, c'est celle du chou-fleur. Vous voyez très bien que si j'accole les deux morceaux de chou-fleur face à face en coupant en fait la partie de la racine, eh ben, je vais avoir une cavité toroïdale et je vais avoir quelque chose qui, vu de loin, ressemble un petit peu au même mode de construction. Alors ces croissances dendritriques en chimie, on les trouve souvent dans des conditions de croissance électroassistée, lorsqu'on a une croissance par exemple électrochimique de ce type. On les trouve également lorsque la croissance cristalline est inhibée par un poison ou par une impureté qui n'est pas absorbable par le matériau, avec lequel le matériau ne peut pas faire facilement une phase solide. C'est en fait les deux exemples les plus communs. Alors dans le cas présent, bon, ça va être plutôt orienté vers les effets de champ électrique et je vais les commenter. Alors maintenant, lorsque vous refaites en fait une coupe de ces haltères, en fait, vous voyez, bon, c'est à nouveau, c'est le modèle en coupe visualisant la cavité toroïdale, vous voyez bien ces deux trous ici, et vous voyez finalement les lignes de texture du système. Hein. Et donc ces lignes de texture du système suivent parfaitement, en fait, les lignes de champ d'un dipôle orientées le long de l'axe 0,01 du barreau. C'est-à-dire si j'ai un champ aligné le long de cet axe-là, eh bien, voilà en fait ce que me donne en fait la réponse des lignes de champ du dipôle et la texture en fait suit en fait ces lignes de champ. Alors, ça c'était un peu l'hypothèse en fait des auteurs. Il fallait prouver finalement que ces barreaux présentaient finalement des propriétés, je dirais, de dipôle électrique. Hein. Et donc ça c'est le barreau, je dirais, le germe hexagonal de fluoroapatite hybride. Et donc, par microscopie électronique en mode holographique, voilà ce qui est observé. Vous voyez, vous avez ici les lignes de champ en fait, qui sont visualisées en fait, par ces interférogrammes, et vous avez en fait, des lignes de champ en fait, avec, je dirais, très clairement, la formation d'un... Enfin, c'est une réponse qui correspond très clairement à un dipôle. Et donc, la modélisation de ce système, hein, voici la modélisation qui est proposée, met en évidence, en fait, que les sites les plus favorables à la croissance sont justement en fait le long des lignes de champ, vous voyez, à 45 degrés, à peu près à 45 degrés, en fait, des arêtes en fait, de l'hexagone. Hein. Donc là, sur ce premier modèle, il est clair que voilà un petit peu ce qui est proposé. Donc en fait, on a ces systèmes de barreaux hybrides avec un arrangement mésoscopique des différentes, je dirais, nano-objets à base de fluoroapatite, plus en fait le fait que les molécules de gélatine servent de template, et les molécules de gélatine, en fait, c'est elles qui créent les nanodipôles, simplement parce que vous avez des groupes ionisés, hein, pour faire simple, je dirais NH4+, CO-, bon évidemment dans la réalité c'est un peu plus, qui créent le nanodipôle. Et quand on recalcule en fait les contributions correspondant à la quantité de gélatine qu'il y a dans un barreau par rapport à la polarisation qu'on pourrait attendre, le maximum que l'on peut attendre, c'est 13% de la polarisation, par exemple, d'un système bien connu comme le BaTiO3. Et le BaTiO3, c'est quelque chose qui répond de façon assez importante. Donc on a vraiment un dipôle qui est bien marqué dans ce système-là. Alors, dernière argumentation sur cette phase-là, c'est que lorsque l'on étudie en fait, le début finalement de la croissance fractale de ces systèmes, vous voyez, quand ça débute, eh bien ici, ce que l'on voit par une coupe transverse en microscopie électronique, on voit très clairement finalement le démarrage de cette croissance qui se fait en suivant finalement ces lignes de champ. Alors si le champ électrique est inducteur quelque part de ce mode de croissance, je dirais l'expérience peut-être la plus simple à faire, c'est de se dire, bon ben maintenant, si je soumets au moment de la croissance mon système à un champ électrique, je dois modifier finalement au moins le mode de cristallisation, au moins au départ. Et donc ça, c'est ce qu'on fait en fait. C'est une équipe allemande hein, qui a fait ce super travail. Ce que je voudrais dire, c'est les deux exemples que je vous montre aujourd'hui. Je les ai suivis, hein, c'est 20 ans de recherche. Bon, ils n'ont pas fait que ça, mais ils ont eu une continuité. Alors c'est très important d'avoir de la continuité en recherche. Je crois que c'est capital. Si on veut vraiment essayer de comprendre les choses, il faut vraiment avoir de la continuité, même si on a tendance, je dirais, à faire beaucoup de projets à court terme. Il faut absolument avoir de la continuité. Alors voilà ce que ça donne. Avec champ électrique, vous voyez, le système, en fait, croît totalement différemment. Là. Ça part pratiquement du centre, hein,
Donc en fait, le champ électrique est vraiment un très fort modificateur en fait, de cette croissance fractale. Donc pour résumer, ce système dont je viens de vous parler, qui intermédiairement prend des formes de chou-fleur, en fait, il est associé, il y a une première formation d'un barreau hybride qui est un mésocristal. Ce mésocristal, ensuite, génère en fait un deuxième mode de croissance qui est une croissance dendritique pour former ce chou-fleur. Évidemment, quand la croissance, je dirais, est optimum, en fait, vous formez une sphère, puisque vous remplissez finalement tout l'espace apparent. Et en dernier mode de nucléation, sur la surface de cette sphère, vous avez à nouveau une nucléation qui permet de faire croître ces aiguilles qui formaient la dernière calotte que je vous ai montrée dans mon premier transparent. Donc ça aurait tendance à prouver que si on veut faire une chimie des formes, avoir de la courbe, il faut du biologique, il faut de l'organique. Cet exemple-là, le deuxième exemple que je vais vous montrer, c'est pareil. 15 ans de recherche. Pas que ça, mais une continuité, je dirais, sur 15 ans. Eh bien, c'est du minéral-minéral. C'est du carbonate de barium et de la silice. Il n'y a pas d'organique. Alors, ces composites, carbonate de barium, silice, on les appelle dans la littérature, si vous voulez faire une recherche bibliographique, les biomorphes. Alors, les biomorphes, vous avez des formes qui, mon point de vue, pour du minéral pur, c'est assez extraordinaire. Ça peut se présenter, vous voyez, sous forme de sphérulite, sous forme de feuilles, sous forme de tresses, sous forme de vers de terre. Donc, ce sont des formes où il y a de la courbure. Et il n'y a absolument pas d'organique là-dedans. Alors, comment sont-ils faits, ces systèmes? En général, c'est une cristallisation de carbonate d'alcalino-terreux, donc vous pouvez avoir également des biomorphes à base de calcium, en présence de silicate et en milieu basique, à des pH typiquement qui sont de l'ordre de 10,5, 11. Vous allez voir pourquoi l'importance de ces pH dans un deuxième temps. Alors, la synthèse, il y a différents modes de synthèse. À l'origine, les premiers travaux qui avaient été faits par Juanma Garcia Ruiz, en fait, utilisaient finalement ce fameux tube en U, que je vous ai montré, dans lequel on mettait un gel de silice, et puis on saturait en CO2, donc CO2, l'équilibre avec l'eau, ça donne du carbonate ou de l'hydrogène au carbonate, donc ça c'est... Et on faisait diffuser progressivement un sel de barium. Ça c'est une voie de synthèse. Depuis, en fait, on a retrouvé les mêmes morphologies en faisant par exemple un sol homogène de silicate et de barium, on mélange, et on fait simplement diffuser, en fait, cette fois c'est le CO2 qui va diffuser. Hein. Et donc, tout ça dans des conditions de pH initiales qui sont ajustées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, simplement, pour vous rappeler une chose, c'est que la vittérite, en fait, le carbonate de barium, c'est à nouveau une structure pseudo-hexagonale bipyramidale. D'ailleurs, vous voyez ici, en fait, le haut en fait, du petit cristal, mais je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Alors, je vous disais des formes courbes très, très amusantes, avec du minéral. Tout ça, ça se fait à 20 degrés. Le temps... il n'y a pas d'urgence, c'est une dizaine d'heures. Des globules, vous voyez, des systèmes globulaires, des systèmes en nacelle, ce que j'appelle des vers de terre, des tresses ou des hélicoïdes, tout en minéral. Alors, si l'on regarde maintenant les différentes étapes du processus de formation de ces systèmes, je dirais qu'il y a 3 grandes étapes. Il y a ça, ce que vous voyez ici, c'est la concentration en silice dissoute en fonction du temps. Vous voyez, je vous ai dit une dizaine d'heures. Il y a 3 grandes étapes. Il y a 2 étapes qui correspondent à de la croissance. Une première étape de croissance qui est une croissance fractale, qui conduit à la formation de ces sphérulites qui finissent en nodules. Toute une étape de croissance intermédiaire que j'ai appelée mésocristallisation, vous allez voir bientôt pourquoi, qui en fait, c'est cette étape intermédiaire qui génère toutes ces formes un peu bizarres, ces tresses, ces feuilles, ces formes en vers de terre. Et puis une dernière étape, qui est de mon point de vue moins intéressante, au moment où le pH final chute un petit peu dans la réaction, vous avez finalement précipitation des silices. Et ce que vous voyez ici, vous voyez, c'est une fracture d'un verre, en fait, d'un biomorphe qui a la forme d'un ver de terre. Et en fait, vous avez le système qui se recouvre d'une peau de silice. On le verra sans doute mieux
dans le transparent suivant. Donc, les étapes vraiment intéressantes au niveau du mécanisme de croissance sont essentiellement ces étapes 1 et cette étape 2. Alors, voici la dernière étape qui montre de façon évidente que lorsque l'on fracture soit des vers de terre ou des tresses, eh bien, on a en fait cette pellicule de silice autour, et à l'intérieur, vous voyez, on a des petits cristaux, et lorsque l'on diffracte dans cette zone, on voit que c'est un cœur qui est texturé, qui est formé de cristaux de carbonate de barium, hein, donc de forme aragonite. Et ce cœur, en fait, au niveau de la composition chimique, est toujours le même, quel que soit, je dirais, l'objet biomorphe, feuille, tresse, vers de terre. Alors, vous voyez, j'ai juste un point sur la transférence, c'est que le pourcentage de silice qui est, en fait, couplé à ce carbonate de barium est très faible au niveau des sphérulites. C'est juste une petite couche qui termine la première étape, est conséquent dans le cas des tresses. Là, vous allez voir, c'est vraiment un composite. Dans ce qui est des feuilles, des tresses, c'est 7%. Et à la fin, c'est 25% parce que vous avez vraiment le dernier enrobage qui finit. Donc, c'est ce dernier enrobage dont je viens de vous parler. Hein. C'est celui-ci. On voit très bien cette peau de silice formée de petits colloïdes de silice de 50-150 nanomètres. Ça, c'est très connu par les gens qui font du sol-gel. Là, on est dans les bonnes zones de pH. On précipite de la silice globulaire. Alors, la première étape, l'étape de croissance fractale, hein, elle dure à peu près 2 heures. Alors, ce que vous voyez ici, c'est justement les différentes morphologies en fait, associées à cette croissance. À nouveau, on voit que la croissance part d'un germe hexagonal, hein, un cristal hexagonal de BaCO3. Et à nouveau, c'est une croissance dendritique qui se termine, vous voyez, par la formation de ce genre de nodules. C'est peut-être mieux ça. Oui. Donc on termine en fait la croissance par la formation de ce genre de nodules. Et donc c'est une croissance dendritique. Et donc, contrairement au cas précédent où en fait l'induction de cette croissance dendritique venait en fait d'un effet de champ électrique, dans le cas présent, c'est la silice qui travaille. C'est la silice qui œuvre, en fait, parce que la silice, finalement, elle joue le rôle d'un poison. Elle est incompatible dans la structure de BaCO3, et en fait, finalement, cette silice, elle vient inhiber, en fait, certaines parties des phases cristallines, et donc, de ce fait, la croissance cristalline a lieu à l'interface silice phase de cristal de BaCO3, et en fait, ça change, finalement, les valeurs angulaires, la cristallisation ne se fait pas le long des directions, je dirais, cristallines habituelles. Et donc c'est ça qui crée en fait ces structures fractales. Alors voilà, donc ça c'est un film qui permet de suivre finalement le début de la création de ces structures fractales à partir de ces barreaux. Alors normalement ça doit marcher, vous voyez. Donc vous voyez, c'est un film en... Donc ce que vous voyez, c'est la croissance de ces systèmes. Donc ça, évidemment, ça a été accéléré. Hein. Et vous allez voir, à des angles non cristallographiques, l'acidine inhibe, et hop, ça part. Vous voyez? Donc ça, c'est typiquement une... Et ça continue, vous voyez, pour former, en fait, ces espèces de structures dendritiques. Quand le système se poursuit, eh bien, vous voyez, donc ça, j'ai repris les photos, eh bien, on va former des systèmes fortement éclatés au niveau des dendrites pour former à nouveau des systèmes en altère. Et ça, c'est souvent, je dirais, un des intermédiaires réactionnels des croissances dendritiques. Très souvent, intermédiairement, on forme ces structures en chou-fleur altère pour terminer, vous voyez, sur des nodules hein, qui, eux, se recouvrent, en fait, de silice très légèrement et tous les sites de croissance sont bloqués. Donc il y a cette forme globulaire. Bon, jusqu'à maintenant, donc je vous ai décrit la première étape, et je n'ai pas du tout décrit la deuxième étape. La deuxième étape, elle a lieu entre, je dirais, des temps typiquement de l'ordre de 2 heures à 6 heures. Et j'insiste, c'est dans cette étape-là
que l'on reforme finalement ces structures avec des morphologies très, je dirais, curieuses. Alors évidemment, à cette étape-là, il y a une partie de la silice qui a été compromise, mais très peu, hein, 1%, qui a bloqué les sites de croissance. Et ce que l'on observe, c'est qu'à cette étape-là, eh bien, la sursaturation en BaCO3, parce qu'on continue à alimenter le système, reste élevée. Et on a une deuxième nucléation, une seconde étape de nucléation du carbonate de barium. Alors, cette seconde étape de nucléation, elle crée finalement, là je vous montre une image, un front de croissance qui part des nodules. Ce que vous allez voir ici, voyez, vous allez voir la formation finalement d'une feuille. Vous voyez, ça c'est le nodule de la première étape. Et vous voyez le front de croissance se répand, hein, avec des vitesses de croissance qui, selon les sursaturations, selon les conditions chimiques, ça croît quand même assez vite. C'est de l'ordre de 0,1, 0,2 microns par minute à 1 ou 2 microns par minute. Donc c'est quand même quelque chose, ça galope quand même au niveau du système. Hein. Donc ici, je vous montre un autre système. À nouveau, tout ça, ça part du nodule. Vous avez une seconde étape de nucléation, je vais revenir là-dessus. Et vous voyez se former en fait ces feuilles. Et puis là, vous voyez se former des choses qui ressemblent un peu à des vers de terre, hein, ou à des tortillons. Et donc je vais revenir également là-dessus, sur ce point. Alors, que connaît-on au niveau de la nanostructure de ces systèmes? Donc la nanostructure des feuilles, des vers de terre, des hélicoïdes, en fait, tous ces systèmes-là, tous ces systèmes qui grandissent, en fait, qui croissent dans une période de temps entre 2 heures et 4 heures, ont la même nanostructure. En fait, la nanostructure, ce que vous voyez ici, c'est une microscopie électronique du feuillet, d'une coupe du feuillet, et vous voyez, ce sont des tiges de carbonate de barium. Là, vous les voyez mieux sur ce cliché thème, des tiges, donc c'est anisotrope, 200 nanomètres par 50, qui sont recouvertes d'une très fine pellicule de silice. Et donc, ça, c'est la nanostructure de tous ces objets, je dirais, avec des formes courbes. Deuxième diapositive, ce que vous voyez ici, c'est que cette nanostructure, elle n'est pas organisée n'importe comment. Ici, vous le voyez à nouveau, vous avez une croix de Malte, c'est-à-dire que vous avez en fait une réponse qui ressemblerait à un hématique, mais solidifié. Vous avez cette polarisation. Vous voyez également que lorsque vous faites une microscopie électronique de la tranche du système, vous voyez toutes ces petites aiguilles qui sont relativement bien alignées. Ici, c'est à nouveau une microtomie. Nobody is perfect. Il y a un alignement, mais il n'est pas génial, mais il y a quand même un alignement, puisque vous avez des objets anisotropes. En plus, il y a cette petite couche de silice qui est chargée, donc les objets ne se sentent pas simplement au niveau anthropique, mais également au niveau des charges. Et voilà, donc ça, c'est la microscopie électronique d'une galette un petit peu plus grande, et vous voyez finalement ce n'est pas un monocristal, mais il y a vraiment déjà une organisation qui est très nette. Tout le monde regarde un petit peu dans le même sens. Alors, maintenant, on en revient au mécanisme. Alors, le mécanisme, finalement, vous allez voir, c'est un mécanisme qui est très simple. Ce que je voudrais simplement vous montrer, c'est que pH 10,5, 11, on est dans une zone très intéressante pour les équilibres carbonate-hydrogénocarbonate et les équilibres de précipitation de la silice. Vous voyez, on est dans cette zone-là. Ça veut dire que des petites fluctuations locales du pH vont me changer l'équilibre carbonate-hydrogénocarbonate et vont également me changer finalement l'équilibre entre les SiO-, les silanols et la précipitation de la silice. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un certain nombre de nucléations successives du carbonate de barium, et à chaque nucléation, c'est-à-dire que lorsque je vais précipiter du carbonate de barium, ce qui va se passer, c'est que je vais déplacer cet équilibre, je vais libérer localement, en fait, des protons, et donc je vais avoir un abaissement du pH local. Cet abaissement du pH local, ça va se traduire comment? Eh bien, du côté de la silice, ces protons vont protoner, en fait, des SiO-,
générer en fait des groupements réactifs silanols et je vais avoir une précipitation de la silice. Mais cette précipitation de la silice, vous voyez, elle va me consommer des protons. Ce qui veut dire que le pH local, une fois que j'aurai précipité ma silice, il va remonter. Hein. Et donc, je vais avoir en fait un système autocatalytique successif dans lequel je vais avoir une précipitation du carbonate de barium, le pH est modifié, il est en phase avec la précipitation de la silice, qui précipite, qui vient se coller sur la surface, mais sa précipitation remodifie localement le pH et on recommence ainsi de suite plusieurs fois. Hein. Alors, voilà ce que ça donne, je dirais, un petit peu en image. Donc, vous avez un cycle précipitation du carbonate de barium, et, modification locale de l'équilibre carbonate-hydrogénocarbonate, précipitation de la silice, changement du pH et ainsi de suite. Hein. Et tout ça, cette coprécipitation autocatalytique, ça se passe dans une région active, mais très près finalement du front de croissance. Les variations de pH dans cette zone-là ne sont pas ressenties au niveau du bulk, au niveau de la masse. Hein. Et donc, vous avez donc cette sursaturation qui est générée localement sur le front de croissance. Hein, et bon, dans le volume, vous êtes très légèrement sursaturé. Hein, et bon, il y a d'autres indices hein, qui vont dans le sens en fait, de ce que je discute. Hein. Les vitesses de croissance, par exemple, sont d'ordre zéro apparent dans ces systèmes-là. Alors, ça donne quoi? Ça donne finalement des successions de précipitations enrobage, vous voyez. Là, j'ai ma première cristallisation de BaCO3, changement de pH, j'enrobe, je rechange le pH, j'ai une deuxième nucléation de BaCO3 et ainsi de suite. Et c'est ça qui, en fait, permet de faire avancer ce front. Alors, vous voyez, c'est quand même de l'ordre du micron par minute. Donc, c'est quelque chose successif, mais qui se fait, je dirais, à une cadence très raisonnable. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, finalement, j'ai très peu commenté pourquoi on forme ces formes. Pourquoi on a des feuilles, des feuillets, des tresses, des formes en vers de terre. Alors là, il y a un certain nombre d'études récentes qui ont déjà fait permettent de faire un gros travail analytique. Il y a eu un très très gros travail analytique qui a été fait. D'une part, c'était de comptabiliser finalement dans le bain réactionnel, les quantités finalement. Quelles sont les fréquences d'observation de ces objets-là? Alors, 50% des objets, à peu près, la moitié, s'arrêtent au niveau des sphérulites, des nodules. Les formes, je dirais, curieuses et intéressantes, il y en a à peu près la moitié, avec un grand nombre de vers de terre, formes de vers de terre, quelques hydrocoïdes et quelques feuilles. Deuxième observation, tous ces systèmes croissent très bien à partir du moment où on leur procure les moyens de faire une nucléation hétérogène. C'est-à-dire qu'ils peuplent très bien les interfaces, soit du récipient, soit l'interface avec l'air. Hein. Et donc, s'il n'y a pas donc, de surface accessible, et c'est ça le moteur de la courbure, s'il n'y a pas de surface accessible, pour des raisons énergétiques, le feuillet en croissance va chercher à nucléer en utilisant sa propre surface. Comme, je dirais, une espèce de relation d'épitaxie entre le feuillet et sa surface. Et vous allez voir sur les transparents suivants comment ça pourrait se passer. Alors voilà, donc, un modèle assez simplifié. Donc je vous disais que le feuillet, en fait, a tendance à se recourber, former, en fait, ses rebords, ses lèvres, et ça ressemble un peu à une vague de surf qui se déplace. Simplement parce qu'il y a une meilleure affinité à retrouver sa surface. Et donc vous avez, ça c'est un modèle très simplifié, vous avez la propagation de ce front de précipitation, où vous avez ce régime autocatalytique, précipitation du carbonate de barium, inhibition par la silice, reprécipitation, inhibition, hein, qui se déplace donc de façon radiale, et la formation donc, de ces lèvres, en fait, qui ont un déplacement, elles, azimutal. Et donc, en fait, les formes résultantes, les formes que l'on va obtenir à la fin, vont dépendre de cette hydrodynamique couplée à ce processus chimique. Et en particulier, ça va dépendre des vitesses radiales par rapport aux vitesses azimutales, de la hauteur de la lèvre, ou du rebord,
ça va également dépendre du sens de la courbure. La feuille de papier, vous pouvez la plier dans ce sens, et dans ce sens, et l'autre bord dans l'autre sens. Donc vous allez voir un certain nombre d'exemples. Alors ça, c'est la formation donc, des feuilles. Dans ce cas-là, expérimentalement, on trouve toujours que là, et là, il n'y a pas d'explication aujourd'hui, j'ai pas mal discuté avec mes collègues, j'ai été en conférence en permanence parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné. Il n'y a pas encore l'explication, mais ce que l'on voit, c'est que systématiquement, les vitesses de progression azimutales, vous allez le voir sur les microscopies électroniques, sont toujours plus rapides que la vitesse de progression du front radial. Hein. Donc ça sert, et dans le cadre de formation des feuilles, eh bien, les deux lèvres, en gros, remontent au même niveau. Vous avez les mêmes hauteurs de lèvres. Et par contre, la courbure va être opposée. C'est-à-dire que vous allez avoir une courbure dans un sens et une courbure dans l'autre, parce qu'il faut que vous trouviez, à l'arrivée, pour vous arrêter sur la feuille, une relation de fermeture. Alors voilà ce que ça donne. Donc je vous repasse un des films, mais bon, j'en ai une cinquantaine, donc vous voyez, les deux bords sont... Donc il y a vraiment une progression très rapide des deux vagues de surf, je dirais, et puis la courbure va s'inverser, vous allez, hop, ça va se bloquer, vous voyez, pour donner finalement une forme cardioïde un peu. Et là, il y a blocage. Alors regardons maintenant, je vous remonte une deuxième fois. Donc là, c'est... Et à nouveau, hein, tout ça, ce sont les nodules issus de la croissance fractale qu'on voit ici. Hein. Donc, voilà. Donc maintenant, comment forme-t-on les systèmes avec des structures hélicoïdales? Eh bien, dans ce cas-là, vous allez avoir, si vous voulez avoir une tresse relativement régulière, il faut que vos deux pliures, enfin vos deux bordures, vos deux lèvres, présentent des hauteurs équivalentes. Mais cette fois-ci, il ne faut pas qu'il y ait une relation de fermeture sur la feuille. Donc, en fait, il faut que les courbures se fassent tout à gauche ou tout à droite. Et à nouveau, tout ça, ça se fait avec des vitesses de l'ordre du micron par minute. Alors, voilà ce que ça donne. Là, on voit très, très clairement ces lèvres. Hein. Vous les voyez très, très clairement. Alors là, vous avez... les courbures qui sont en face, il ne peut pas y avoir de relation de fermeture, et ça continue. Ça continue. Une fois, deux fois, trois fois, n fois. Et là, vous voyez très clairement que votre ruban, enfin votre tresse va commencer à se former. Ça, c'est un autre film, mais qui vous montre que le système peut progresser bien au-delà d'une première boucle. Et à nouveau, ce sont ces conditions, je dirais, hydrodynamiques et sur les vitesses de propagation de ce front qui gèrent finalement ces formes. Hein? Donc là, on voit bien, je vous le remontre une deuxième fois, parce qu'on voit vraiment bien ce bord. Ce n'est pas un bord imaginaire, hein, il existe, il est là. Hein. Les vers de terre. Intéressant, les vers de terre. Alors, les vers de terre, eh bien là, il faut avoir un très fort déséquilibre sur les hauteurs des deux lèvres. Il faut qu'il y ait une petite lèvre et une très grosse lèvre. À nouveau, il ne faut pas de relation de fermeture, donc il faut que les courbures partent dans le même sens, soit tout comme ça, soit comme ça. Hein. Et donc des vitesses, à nouveau, une vitesse radiale un peu plus faible que les vitesses azimutales. Alors ça donne quoi? Ça donne ça. Là, vous voyez, ça part à nouveau des nodules. Hein. Là, vous avez un bord beaucoup plus marqué que l'autre. Et voilà, c'est parti. Là, vous voyez, vous formez ces structures en vers de terre. Toujours sur la base de la même réaction chimique assez simple.
Une réaction de précipitation, deux équilibres, et c'est que du minéral. Donc vous voyez bien, bon évidemment, il y a des croissances à différents niveaux. Je vous repasse ce film à nouveau. Donc on a un bord nettement plus fort que l'autre au niveau de la hauteur. Vous voyez, hop. Il n'y a pas de relation de fermeture, donc le système se poursuit. Et là, je commence à former, en fait, ce ver de terre. Alors, voilà. Là, c'est juste le ver de terre, la tête du ver de terre isolée. Vous voyez, en fait, comment se propage finalement ce front de cristallisation. Alors, on a fait un petit peu le tour de ces deux exemples où je vous ai montré finalement qu'on pouvait utiliser des assemblages mésoscopiques pour faire des chimies, une véritable chimie des formes en mariant de l'organique et du minéral. Bon, c'est déjà ce qui remplit finalement le monde de la biominéralisation. Il y a d'énormes exemples, il y a de nombreux exemples dans tout ce qui concerne les biominéraux. Alors vous voyez ce que je vous avais montré ici, ce superbe corail. Ce superbe corail, eh bien c'est la même chose, hein. C'est un biomorphe minéral, totalement minéral, 100% minéral, construit avec quelque chose, c'est pas de la craie, hein, le BaCO3, mais ça pourrait être de la craie, et du sable. Donc ce sont vraiment des systèmes, moi, que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Alors, je ne veux pas vous laisser en reste quand même, je vais vous montrer quand même que la nature fait des choses qui sont semblables au niveau de la forme globale, mais qui sont un petit peu plus jolies, encore plus belles. Vous voyez, donc ça c'est le vrai corail. Le corail vivant, hein, avec en fait des structures qui sont encore plus tortueuses finalement quand on regarde le détail. Mais si je ne vous avais pas montré cette photo, au départ, vous auriez dit, bon, c'est super, c'est un corail biominéralisé. Alors justement, les apparences sont trompeuses, les biomorphes sont abiotiques ou biotiques. Non, abiotiques, oui, mais peut-être biomimétiques. Les courbures et les formes complexes et sinueuses, dans l'esprit des gens et des chercheurs de certains domaines, sont toujours associées, ou souvent associées, à la présence de matière organique sous forme de systèmes de biopolymères ou d'autres types de molécules. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une règle générale. On peut obtenir également des formes assez extraordinaires en contrôlant cette chimie minérale avec finalement des réactions simples, un procédé un petit peu compliqué, c'est le procédé qui est compliqué, mais les réactions sont relativement élémentaires. Alors, je vous disais, les apparences sont trompeuses, hein, simplement parce que les biomorphes peuvent présenter justement des morphologies très proches des formes vivantes, comme je vous ai montré. Donc, observer une morphologie n'est pas synonyme de présence de la vie ou présence supposée de la vie. Je vous montre trois exemples. Ça, c'est à nouveau un biomorphe. Ça, c'est une bactérie, la bactérie du Ferruginea. Vous voyez, vous avez quelque chose, je dirais, au niveau de la forme. C'est très ressemblant. Ça, c'est un protiste. Et ça, c'est un biomorphe fait à partir de carbonate de baryum. C'est encore une des formes que je n'ai pas discutées, parce que toutes les formes n'ont pas été analysées au niveau et au même degré que de ce que je viens de vous présenter. Mais globalement, je dirais que tout ça, ça se tient. Et ça, c'est virus Ebola, vous voyez. Et ça, c'est à nouveau un carbonate de baryum sous forme biomorphe. Alors, les biomorphes, ça ressemble à des microfossiles. Hein, et donc, en général, ces formes sont revendiquées pour être les restes des formes les plus vieilles de la vie. Il y a 3,5 milliards. Alors, donc, à nouveau, je ne dis pas que ce n'est pas cela, mais je dis simplement qu'il faut rester prudent sur la vue de ces images. Vous voyez, ça, ce sont des microfilaments qui ont été découverts dans la roche de Varanavona, en Australie. La forme de ces microfilaments. Il y a eu des assimilations entre forme et vie. Alors voilà, ça, ce sont des bioformes, des biomorphes totalement minéraux. À nouveau, la forme n'est pas un critère suffisant, je dirais. Et pour finir, les traces de vie sur Mars, vous voyez, ça, ce sont des agrégats de carbonate trouvés sur un météorite martien. C'est peut-être une relique de microbes martiens, peut-être, maybe. Et ça, ce sont des biomorphes
à nouveau, avec le couple silice carbonate de barium. Vous voyez les formes. Pourquoi pas? Ça peut être la même chose. C'est simplement une question que je soulève. Donc il ne faut pas, je dirais, de conclusion hâtive. Alors j'arrive à la fin donc, de mon exposé aujourd'hui. Donc je voudrais d'abord en fait remercier deux personnes en particulier, Helmut Kolfen et Matthias Kellermeyer de l'Université de Constance. Helmut Kolfen, en fait, pour les nombreuses discussions que j'ai eues avec lui sur la partie mésocristal, ça a été de longues discussions sur place et également par téléphone, par email. Matthias Kellermeyer, lui, s'intéresse, je dirais, plus récemment, je dirais, à tout ce qui est biomorphe. Donc tous les deux m'ont initié à la lombriculture minérale, comme vous le voyez. Hein. Donc ça, ce sont des vers, en fait, mais à nouveau, ce sont des biomorphes. Alors ce qui est intéressant dans ces systèmes, c'est que vous pouvez simplement laver le carbonate de barium par une solution d'acide acétique dilué, et vous récupérez finalement une enveloppe de silice poreuse que vous pouvez remplir et ainsi de suite. Bon, les chimistes cherchent toujours des terrains d'amusement, mais ça pourrait en être un. Et c'est ce qu'on utilise très souvent lorsqu'on fait du nanocasting ou des méthodes de ce type. Là, on pourrait faire du nanocasting bio-inspiré à partir de vers de terre. Donc, je plaisantais. Et donc, ça, c'est un des derniers films que j'ai récupéré auprès de Matthias Kellermeyer. Vous voyez, à ce niveau, c'est la formation, finalement, de ces systèmes. Bon, ça forme des feuilles. Bon, évidemment, là, la couleur donne un petit peu plus de modernisme à la photo, mais ce sont des systèmes simples que je trouve personnellement très intéressants. Il reste encore des points obscurs, il reste encore pas mal de choses à comprendre, mais j'ai choisi ces deux exemples parce que, d'une part, je les ai trouvés jolis, d'autre part, j'ai vu ces personnes qui ont eu cette continuité, j'insiste, à l'étude de ces systèmes pendant de nombreuses années. Hein, parce que si on veut vraiment comprendre des systèmes qui sont quand même finalement un peu complexes, il faut de l'investissement. On ne peut pas faire du travail à court terme. Voilà, donc je vais, avant la pause de quelques minutes, je vais donc vous présenter le conférencier qui va suivre. Donc c'est Christophe Petit, donc, qui est professeur à Paris 6. Hein. Il dirige le laboratoire des matériaux mésoscopiques et nanométriques. Donc en fait, c'est typiquement, il va nous faire un exposé autour des mésocristaux et de leurs propriétés et de leur caractérisation. Un exposé qui va venir très bien complémenter les deux leçons que je viens de faire. Donc son domaine d'expertise, c'est la synthèse de nanocristaux inorganiques, leur compréhension, les nanoalliages, le contrôle des systèmes de la nanomorphologie. Et également, il y a toute une partie de son exposé qui va énormément vous intéresser parce qu'il va également, ce que je n'ai pas fait moi dans mes cours, vous parler également de propriétés de ces assemblages, de propriétés physiques de ces assemblages. Donc, pour rappeler un petit peu, donc, thèse à Paris 6, puis chargé de recherche au CNRS, puis après professeur des universités, plus de grades mais beaucoup plus de charges. Et puis en fait c'est quelqu'un qui a publié dans ce domaine de très beaux articles, environ 70 publications et 45 conférences invitées. Voilà, bon, donc pour une fois j'ai tenu les temps et je vous remercie pour votre attention et puis voilà, je vous remercie également pour tous ceux qui ont suivi l'ensemble en fait de ces cours et de ces conférences.